C'est sur fond de drame que se déroule notre débat d'aujourd'hui sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, dans le prolongement du rapport que la mission d'information que j'ai eu l'honneur de présider a rendu public. J'étais hier à Frévent, une petite commune du Pas-de-Calais, à la marche blanche organisée en la mémoire de Chanel, 12 ans, une enfant, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle était harcelée, violemment et depuis trop longtemps. Permettez-moi d'associer l'ensemble de notre Assemblée au soutien que j'exprime à l'endroit de sa famille et de ses proches. Avec notre rapporteure, notre collègue Colette Mélot, dont je tiens à saluer la très forte implication, ainsi d'ailleurs que celle de tous les membres de la mission, je pense que nous avons utilement œuvré en faveur d'une détection plus précoce du harcèlement, d'un suivi mieux assuré et d'un traitement plus efficace, avec la volonté de mettre un terme à ce fléau. Je vous renverrai pour cela à la liste de nos 35 recommandations contenues dans le rapport et qui ont été abordées par les précédents orateurs. Dans un souci didactique et pratique, et pour qu'ils soient pleinement et immédiatement opérationnels, nous les avons présentés sous la forme d'une feuille de route. Elles sont classées par grande priorité, par ordre chronologique, en précisant à chaque fois l'entité qui en a la responsabilité, le vecteur juridique à mobiliser et le calendrier de mise en œuvre. Madame la ministre, je me félicite donc de votre venue cet après-midi pour ce débat dont je ne doute pas que vous mesurez les enjeux. Il nous faut maintenant passer aux travaux pratiques, c'est-à-dire appliquer maintenant, sans tarder, chacune de ces 35 recommandations et les rendre opérationnelles sur le terrain. Chacun mesure bien à quel point le harcèlement scolaire représente pour notre société un drame individuel et collectif qu'il est plus que jamais urgent de combattre, tant il sape insidieusement les fondements de notre bien-vivre ensemble. Le mouvement de harcèlement à l'encontre des élèves de 6e nés en 2010, qui s'est déroulé à la mi-septembre dans nos collèges, en montre encore, s'il en était besoin, la malheureuse actualité tout autant que le caractère proprement irrationnel. Si la mobilisation est réelle et si les outils de sensibilisation existent, le dispositif actuel contre le harcèlement scolaire pêche cependant encore dans le suivi qui n'est pas suffisamment assuré. Mon intervention portera donc tant sur le fond que sur la forme de cette mise en œuvre. Sur le fond, et sans revenir sur ce que nos collègues ont déjà pu aborder, j'ai principalement 2 séries de questions à évoquer devant vous. La première porte sur les moyens nécessaires pour lutter contre le harcèlement et leur renforcement indispensable. Nos auditions l'ont amplement montré. Tant la prévention que la détection supposent que les moyens humains de l'éducation nationale soient à la hauteur. Nos déplacements sur le terrain, dans 2 collèges, à Melun et à Douvrin, ont permis de constater la forte implication des personnels, tout autant que l'efficacité de leur action au quotidien. Cette action se déroule en lien étroit avec les autres partenaires publics que sont la police, la gendarmerie et la justice, ainsi qu'avec les associations. En particulier, le succès en la matière du collège de Melun, que nous avons visité, semble autant dû à l'implication dévouée de ces personnels qu'aux moyens supplémentaires dont ils bénéficient en tant que collège REP+. Les professeurs dont les heures de cours sont pondérées utilisent celles qui leur restent pour organiser des temps d'équipe permettant d'échanger et donc d'identifier plus rapidement les situations anormales, tout en maintenant un climat scolaire serein. La mobilisation générale contre le harcèlement scolaire suppose donc bien que la gestion de ces moyens humains se fasse de façon plus fine qu'actuellement. Il faut éviter un turnover trop rapide pour faire que les personnels en place disposent du temps nécessaire pour asseoir leur légitimité et leur positionnement au sein de l'équipe éducative. Les premières indications concernant le projet de budget pour 2022 paraissent montrer des créations de postes d'infirmiers scolaires, d'assistants sociaux et de CPE dans le secondaire, avec notamment l'ouverture de 300 postes de CPE et de 50 postes d'assistants sociaux et infirmiers. Si ces ouvertures de postes répondent en partie à notre attente de plus de moyens et de personnel dans les établissements, encore faut-il que ces postes ainsi ouverts soient effectivement pourvus. Et pour cela, Madame la Ministre, il faudra veiller à l'attractivité de ces postes. Par ailleurs, s'agissant des assistants sociaux et des infirmiers, les besoins actuels sont importants, surtout au regard du faible nombre de postes ouverts. Or, les 50 postes d'assistants sociaux ou infirmiers prévus au budget ne représentent qu'un petit demi-poste par département, absolument insuffisant au regard des attentes de la communauté éducative et des parents. Madame la ministre, au titre de notre suivi vigilant rappelé par notre rapporteur,
Nous attendons des éclaircissements sur cette question cruciale de l'accroissement indispensable et significatif des moyens de lutte contre le harcèlement scolaire. Je ne doute pas d'ailleurs que nous en redébattrons en commission ou en séance publique très prochainement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022. Ma seconde interrogation porte sur les priorités françaises de la présidence de l'Union européenne que notre pays va assumer au premier semestre 2022. Vous le savez, une partie de la lutte contre le cyberharcèlement véhiculé par les réseaux sociaux passe par une action déterminée au niveau communautaire qui viserait à leur imposer des stress tests et à diffuser la pratique du name and shame, comme le rappelait notre rapporteur. Lors de nos auditions, nous avons bien constaté que les représentants de ces réseaux ne réagissaient réellement que sous contrainte, quand ils étaient soumis à une forte pression, tant politique que médiatique. Et à ce sujet, je continue à regretter que l'un de ces réseaux, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Twitter, n'ait pas pu ou pas voulu participer à notre table ronde du 23 juin dernier. Madame la ministre, votre collègue, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, a indiqué il y a une semaine lors d'une audition à l'Assemblée que le programme détaillé de cette présidence serait dévoilé par l'exécutif le 1er décembre prochain. Pouvez-vous nous rassurer dès à présent et clairement quant à la suite positive que vous allez réserver à cette demande pressante ? Ces priorités vont-elles bien figurer dans la feuille de route du prochain semestre européen dont vous aurez la charge ? Enfin, et pour conclure mon propos, je sais, Madame la ministre, que vous avez lu le rapport de notre mission d'information. Nous l'avons voulu opérationnel. Les choses sont dites, les recommandations sont séquencées dans le temps, les vecteurs juridiques sont précisés ainsi que les acteurs publics ou privés en charge de leur mise en œuvre. L'école ne doit pas être un lieu de souffrance. Elle forme notre jeunesse pour en faire les adultes citoyens de demain et je vous sais attaché à ces valeurs. Alors, comme mes 22 collègues membres de la mission d'information, nous espérons qu'avec le ministre Blanquer, vous agirez vite et bien. Saisissez-vous de ce rapport. La mission a bien travaillé, tout y est. C'est une question de volonté politique. Nous l'avons, nous la partageons ici sur tous les bancs. À vous de jouer.